après. Alors nous avons gueulé le nom des attaques. C'est vrai que c'est un truc de shonen ça. Ça gueule tout le temps pendant les combats. Si bien qu'au bout d'un moment on se dit mais ils sont un peu cons de gueuler l'attaque avant de la faire parce que du coup ça, on peut anticiper ce que va faire le personnage. Mais c'est vrai que dans Hunter, il y a un peu le cas avec Gon, mais justement c'est un peu une limite aussi une parodie où il gueule l'attaque enfin c'est prévu dans le scénario puisque quand il commence à faire son coup de poing renforcé, son Jajanken, il commence à parler et puis du coup Knuckle il va pouvoir anticiper ça et le bloquer. Mais finalement, Togashi a réussi à trouver un moyen de pallier au problème en faisant que Gon réussit à embrouiller son adversaire grâce à ça. Ce qui est plutôt malin. Mais sinon, oui, il y en a quelques-uns qui donnent le nom des attaques, mais en général, en fait, ça reste écrit tout simplement. Et je trouve ça plutôt pas mal, plutôt malin dans l'animé où t'as un genre de texte, bon c'est toujours en japonais, mais un genre de texte avec écrit le nom de l'attaque en japonais. Ce qui est plutôt malin parce que du coup ça évite que le personnage ait à le dire. Donc ce qu'on va avoir c'est juste une explication du nom de l'attaque. Et puis en plus quand on sait que connaître l'attaque, connaître le nom des techniques spéciales de son adversaire peut être une condition. Donc Kuroro il a ça comme condition. S'il connaît au moins le nom de l'attaque, il peut voler la technique de son adversaire. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Et c'est pareil quand Kurapika il absorbe le nen de quelqu'un, le nom de l'attaque est expliqué par donc le dauphin. Ce qui est bizarre d'ailleurs, hein, mais bon, je sais pas, c'est apparemment en plus les gens, tous les utilisateurs de Nen se sont passés le mot pour avoir une attaque avec deux noms différents. Mais bon, ça c'est plus un truc de Togashi quoi. Mais j'imagine que pour eux, ils ont un nom et puis ils réfléchissent pas forcément. Enfin, de toute façon ce ne sont pas des personnes, enfin ce sont des personnages quoi, ce ne sont pas des personnes, donc ils font un petit peu comme ce que leur dicte Togashi, hein, évidemment. Mais blague à part, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez peu présent, le fait de gueuler son attaque pendant un combat. Ensuite, on a, un peu dans le même type, on a toujours les mêmes techniques. On a beaucoup de mangas dans lesquels on n'a pas on se renouvelle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le temps les mêmes techniques, les mêmes attaques, et que au final, ça devient un peu lassant. Ou alors, ça va être bon. Enfin, moi, je pense encore à Luffy. Hein, désolé pour les fans de One Piece, mais dans plein d'autres mangas, c'est le cas aussi. Mais là, Luffy, en fait, maintenant, il a des noms d'attaques. Il a des noms d'attaques qui sont des coups de poing en fait. Sauf que à chaque fois, il va juste, je sais pas, ajouter du haki, ajouter du feu. Enfin, à chaque fois, au final, on a l'impression que c'est tout le temps juste un coup de poing, mais faut rajouter un petit truc avec. Il y a un peu du Gear 2, il y a... enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste des coups de poing, quoi. Donc, et dans Hunter, bien évidemment que chaque personnage a ses attaques favorites. Mais on va... il y a une certaine diversité des combats, en fait. Donc on va avoir on va pouvoir avoir... plein de stratégies différentes en fonction des combats qu'on va avoir, ce qui fait qu'on va pas toujours voir la même chose tout le temps. Alors Gon qui a le Jajanken, oui c'est sûr que comme c'est le héros, on va le voir le plus souvent possible,
Donc on va voir très souvent sa technique, même si il y a quand même une subtilité qui peut faire aussi une attaque d'émission ou une attaque de transformation. Mais c'est... Voilà, à part ça, c'est plutôt le cas... Enfin, c'est pas trop le cas dans le manga. On a quand même plutôt de la diversité. Ensuite, on a le héros perd, mais se relève toujours. Ouais, bah ça c'est aussi assez souvent dans les mangas. Dans Hunter, c'est pas trop le cas, puisque comme je disais avant, Gon perd souvent et le perd, il ne se relève pas, ou alors s'il se relève, on comprend bien qu'il a perdu. On va pas voir, ou rarement, j'ai pas trop d'idées en tête là, mais on a rarement le héros qui se relève après s'être pris la tannée de sa vie et il est encore plus fort et il va se relever et il se fait rétamer plusieurs fois mais il se relève toujours. On avait ça, je pense. Bon, j'ai pas forcément de combat en tête, mais dans Yu Yu Hakusho, je pense qu'on avait ça assez régulièrement. Maintenant, c'est vrai que ça reste un cliché assez commun, surtout pour le héros, hein. Que ce soit dans tous, en fait. J'ai pas trop d'idées en tête comme ça, mais tous les mangas, il y a un moment donné quand même où le héros va se relever et voilà, et repartir au charbon, même s'il est complètement explosé et qu'il est plus censé pouvoir générer de l'aura ou générer de la magie, peu importe. Il se relève et il repart de plus belle. Et on a l'impression qu'en plus, bon, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir le power-up, mais même sans ça, on a toujours l'impression qu'en fait ils sont imbattables. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant à propos du plot armor, quoi. Donc on va passer assez rapidement à la suite puisqu'on vient déjà d'en parler pas mal. Alors, un triple truc. Les personnages ont des poses classe. Ils ont des phrases épiques ou alors ils parlent beaucoup pendant les combats. C'est vrai. Tout ça, c'est de toute façon, je pense que c'est à peu près partout parce qu'en fait, les poses classe, bon, même si maintenant on a Jojo Bizarre Adventure qui nous a donné des nouvelles poses qui sont un peu surprenantes. On va dire, et du coup mais sinon oui, il faut toujours que le personnage soit classe comme ça. Il arrive sur le combat, il faut donner, mais ça c'est normal, quoi. Il faut donner un peu d'épique, que ce soit par la discussion, par voilà, il faut des phrases choc, des trucs un peu bon, ça c'est un cliché, mais ça me choque pas plus que ça. On a dit que les clichés étaient pas toujours négatifs, et là c'est le cas. Je pense que les poses classe et les phrases classe, c'est justement c'est fait pour être cool, et c'est tant mieux, je pense. Par contre, le blabla, c'est-à-dire quand les personnages pendant les combats vont commencer à blablater, on a quand même ça pas mal dans Hunter. Même si au moment où il y a du combat, on n'a pas trop de discussion entre les personnages parce que justement ils veulent pas trop dévoiler. Dans le combat de Koro contre Hisoka, on a quand même beaucoup de discussions, mais c'est entrecoupé de phases de combat, et bon, après le reste c'est pas forcément des discussions, mais c'est plus des monologues intérieurs, ce qui fait que ça ça passe mieux, quoi, que du blabla en plein milieu. En plus, on sait que les personnages sont relativement intelligents, donc c'est pas choquant que en quelques secondes, voire millisecondes, ils aient plein de trucs qui leur arrivent en tête. Après, dans ce combat-là, par exemple, on a Koro qui fait exprès de donner beaucoup d'informations à Hisoka pour en fait l'embrouiller et lui faire réfléchir, alors que il l'a
enfin, il l'avait un petit peu, comme dirait Meruem, il l'avait en échec depuis le début, quoi. Il avait tout prévu et donc il lui avait pas donné toutes les infos, mais déjà avec tout ce qu'il lui avait donné, Hisoka était, bien qu'il soit très intelligent, il était perdu, quoi, il n'arrivait plus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il se lâche et puis il se dit bon bah tant pis, de toute façon j'y arriverai pas, donc on va juste taper tout ce qui bouge. Mais si je reviens bah après il y a le fait qu'il y ait beaucoup de stratégie, de complexité dans le nen fait que par la force des choses tu t'en arrives à des moments où il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de discussions, mais en général quand il y a du combat il n'y a pas forcément beaucoup de réflexion. Bah, disons que voilà, le combat va avoir lieu et puis après tu vas avoir un arrêt et puis ça va peut-être passer à autre chose, voilà. Mais en fait, c'est pas, je sais pas, mais je pense dans l'idée du cliché, c'est pas trop ça. C'est vraiment l'idée que les combats sont rallongés avec des discussions philosophiques entre les deux personnages ou entre plusieurs personnages. Ouais, il faut toujours avoir cette idée, une idéologie qui se confronte. Alors c'est bien, hein, mais c'est vrai que quand c'est que ça et quand c'est pas, parce que quand c'est de la stratégie ça passe, parce qu'on se dit bon ok, les mecs ils sont focalisés sur le combat, ils essayent de trouver la faille, etc. Quand c'est de la discussion qui donne ça donne des fois un vrai temps mort au combat, ce qui est moins plaisant, ce qui peut permettre un petit peu de respirer quand même, mais des fois tu te dis mais enfin allez-y quoi, vous allez pas vous regarder dans le blanc des yeux pendant 3 quarts d'heure. Ensuite on a l'attaque finale a lieu au dernier moment. Ouais. Alors oui, ça arrive souvent que bah oui, non mais ça c'est forcément, hein, mais on utilise sa grande attaque en dernier lieu et le combat se termine. Ça c'est dans tous les mangas aussi. Le seul truc c'est que ouais, on a maintenant l'idée de, enfin on a quand même l'idée de power-up qui fait que bah oui, on a son attaque finale grâce au power-up, grâce à l'évolution de sa technique de combat. Mais il y a quand même des fois où on se dit le personnage a acquis un certain pouvoir et il ne l'utilise pas dès le début. Il fait bizarrement durer le suspense, on sait pas trop pourquoi. Plutôt faire durer le combat pour remplir des pages, hein. Pourquoi ne pas utiliser sa plus grosse attaque contre un ennemi? Alors évidemment si l'ennemi est moins fort, bon t'es pas obligé, mais vous voyez ce que je veux dire. On a un ennemi hyper puissant, bah vas-y quoi, rentre dans le combat direct, ou évidemment ce genre d'attaque finale a la puissance qui est en général démesurée et du coup qui fait que ça leur pompe toute l'énergie. Mais justement, s'ils sont dans la galère, ils ont utilisé toute leur énergie, mais ils ont quand même encore la possibilité d'utiliser leur attaque finale. Alors que bon, ils auraient pu l'utiliser dès le départ, ça aurait bien crevé le méchant, et après tu le finis au point quoi. Mais bon, évidemment dans un manga ça fait moins classe. Donc ouais, dans Hunter, est-ce qu'on a ce cas-là? J'essaie de réfléchir, mais bon, je trouve pas, je pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'avoue que je sèche un peu. Est-ce qu'on a eu très souvent ça, l'attaque finale au dernier moment? Bon, on a eu une hétéro, même si il a vu que ça marchait pas. Mais parce qu'en fait, le zéro, la paume de zéro, fait qu'il utilise toute son énergie vitale et qu'après, derrière, il est plus capable de marcher, etc. Donc oui, ça paraît logique qu'il l'utilise en dernier recours, parce que là, c'est un truc qui va limite le tuer. Et puis que derrière il a utilisé la bombe quoi. Mais sinon
Ouais, non, j'ai pas trop comme ça en tête, puisqu'en général, même Uvogin, il utilise relativement rapidement son pouvoir à 100%, euh, donc contre Kurapika. Après, ouais, non, enfin, le Moro, il utilise ses techniques relativement assez rapidement. Peut-être quelques ennemis qui utilisent leur pouvoir, leur dernier pouvoir comme ça. Mais là, peut-être ouais, comme ça, je sais pas trop. En vrai, comme les combats sont pas très très longs, on a assez rapidement les techniques des personnages. C'est ce que nous on aime. Hein. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, alors après, c'est des. Ouais, bon, c'est plus simple, c'est des termes que j'ai mis qui sont relativement globaux. On a phase d'entraînement, qui est quelque chose d'assez classique dans les mangas. Bon, ça, je vais pas en parler pendant 300 ans. Il y a beaucoup d'entraînement dans le manga. Notamment, il y a l'arc de la Tour Céleste et de Grid Island qui sont clairement des entraînements, des arcs faits pour ça. Et ensuite, on a un autre cliché qui est le système de pouvoir. Bon, ça reste très très global. Donc voilà, je vais pas non plus. On en a un, à le Nen, qui est très bien foutu, qui est très différent de beaucoup d'autres, hein, parce que j'entends souvent les gens dire que c'est le meilleur système. Alors bon, de toute façon, les meilleurs et les moins bons, j'aime pas trop ça. Les surcotés, les subcotés, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en discuter. Pourquoi c'est le meilleur, etc. Moi, je trouve que c'est un très bon système, mais j'en ai déjà parlé d'un système de pouvoir qui est complexe et du coup qui est difficilement opposable à des trucs qui sont plus simples comme le pouvoir du Ki dans Dragon Ball. C'est très basique, il envoie des boules de feu, il envoie des trucs dans le genre là, il a la puissance, etc. Mais il n'y a pas de vraie complexité, et en fait c'est difficile de dire oui, forcément on a l'impression que le Nen est plus intéressant parce qu'il y a plus de choses à découvrir, mais en même temps le fait d'avoir un pouvoir très simple comme le Ki, ça permet d'avoir des combats qui sont épiques et des trucs peut-être plus simplistes, mais un truc qu'on pourrait moins avoir dans Hunter, c'est-à-dire des combats purs et durs, vraiment pendant plusieurs chapitres, on va avoir des combats, des trucs de fou, et là, Toriyama, par exemple, pouvait montrer tout son talent de comment dessiner un combat, trouver des nouvelles manières d'affronter son adversaire, etc. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais le système de pouvoir est très bon. Pour un système complexe, on va pas se le cacher. Il y en a certainement d'autres. J'avais regardé des vidéos là-dessus. Il y a des systèmes complexes qui sont plus des magies dans des livres qui peuvent être équivalents au Nen, mais voilà, moi j'ai du mal à l'opposer à des trucs plus simples parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Alors si on veut le confronter à des trucs un peu plus dans le genre, tu peux avoir le chakra, tu peux avoir les stuns, ce genre de choses. Togashi a quand même bien réfléchi, et en ça je pense qu'on peut pas lui reprocher d'avoir fait un truc rapide et vite fait. Justement, moi c'était un de mes trucs, j'en ai déjà parlé, mais quand j'avais découvert le Nen, donc il y a une vingtaine d'années, j'étais très perplexe parce que j'avais peur que ça ruine le manga, qui me paraissait très bien déjà sans Nen, mais finalement on se ravise très vite et on se rend compte que ça a beaucoup de profondeur et que derrière moi le truc qui m'intéresse le plus, ce sont les limitations. Alors chaque pouvoir n'est pas obligé, enfin chaque technique n'est pas obligée d'avoir une limitation,
mais il se trouve que c'est vrai que ça donne quelque chose en plus, parce que les limitations augmentent la force, et donc permettent de faire des choses plus complexes. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça veut dire que tu as une épée à double tranchant, qu'il faut que tu réfléchisses bien, et que à ce moment-là, oui, le pouvoir est encore plus grand. Et ça, franchement, je sais pas, mais ça me paraît voilà, la meilleure idée du pouvoir du naine, même s'il y en a beaucoup de très bonnes idées. Mais les limitations et les serments, etc., je trouve ça génial. Et je trouve que ça manque un petit peu, par exemple, dans des pouvoirs de super-héros, que ce soit Marvel ou DC. Bah, eux, de temps en temps, ils tombent en rade pour d'une façon ou d'une autre, ou alors ils sont fatigués, etc. Mais t'as pas ce côté prise de risque. Euh, Évidemment, c'est difficile à dire parce que si on prend au cas par cas, il y a peut-être des personnages pour qui c'est le cas, mais au global, euh, bah, je sais pas, Cyclope qui fait du laser, bah, il me semble pas qu'il tombe en rade, quoi, mis à part s'il est bloqué par le pouvoir d'un ennemi ou d'un allié, etc. Mais sinon, en fait, l'idée est pas tout à fait la même, quoi. Et le système donc de prise de risque me paraît très, très intéressant. Donc ensuite, on passe à la prochaine. Alors, les transformations, les fusions. Bon, c'est un peu, on en a déjà un peu parlé dans les power-up. Des transformations. Bon, on a Killua qui a les cheveux qui deviennent électriques. C'est beaucoup plus accentué, je trouve, dans l'animé que dans le manga. Euh, Parce que pour moi, dans le manga, on voit juste des petites formes d'électricité dans ses cheveux, mais il n'y a rien d'exceptionnel. On a un peu Charnal qui a les cheveux qui montent en l'air, et c'est pareil dans l'animé, ils ont fait ça un peu à la Dragon Ball, etc. Bon, il n'y a pas, mis à part Gon qui pour le coup se transforme vraiment, ou Biscuit qui change de forme. Les transformations, ça existe, il y en a dans Hunter, mais pas à tire-larigot. On n'a pas de personnage qui passe de normal à supérieur à augmenté à... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, les Gear 1, Gear 2, Gear 3, Gear 4, Gear 5, ça on n'en a pas vraiment. Euh, Après la mort, on a quand même ces personnages-là qui peuvent devenir plus forts, mais voilà. Et le système de fusion, bah pour le moment on n'en a pas. Je dis pas de conneries, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être faisable avec un pouvoir de type conjoint. Je pense que c'est faisable peut-être de lier deux personnes, mais est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Ben ça franchement j'aimerais bien voir. Pour le coup, ça pourrait être intéressant. Et est-ce que c'est avec de la transformation qu'on fait ça? Je ne sais pas, de transformer, fusionner deux corps, je ne sais pas. Euh, donc voilà, comme on en a déjà parlé pas mal, je vais passer à la suite. On a des personnages avec des sabres. Alors ça paraît con comme ça, mais euh, vu que c'est japonais, les mangas, et ben on en a des sabres à tire-larigot. Tout le monde a des sabres. Même si c'est un personnage dans un univers médiéval, on va en avoir des sabres. Pas forcément des épées, mais vraiment des sabres japonais. Bon, je dis ça, mais j'ai pas d'exemple en particulier d'un truc où c'est pas le cas. Et évidemment, il doit y en avoir plein, des exemples qui me contredisent, mais c'est pas grave. C'est vrai que, vu que c'est japonais, ça plaît aux japonais, donc on met des sabres japonais. Et puis ça plaît aussi aux autres, hein. Mais dans Hunter, oui, on en a plusieurs, hein. On a Nobunaga, on a Sacho, mais voilà, on en a plusieurs un peu partout, même Feitan qui a plus un truc, un parapluie épée. Je crois que en plus c'est un truc qui existe pour de vrai, le parapluie épée. J'avais vu un film où il y en avait un.
C'est peut-être plus chinois, je me dis, je sais pas. Donc oui, bah ça pour le coup, il y en a. Ensuite, on a le fameux pouvoir de l'amitié. Et alors ça, peut-être préciser déjà un peu ce que je veux dire par le pouvoir de l'amitié, parce que bon, c'est pas forcément un côté négatif, hein, mais c'est vrai que le thème du pouvoir de l'amitié, c'est un truc assez populaire. Donc en gros, c'est le groupe de personnages en général autour du héros et a un lien très fort entre eux, et ils peuvent passer tous les ennemis, tous les obstacles qu'ils veulent, à condition qu'ils soient ensemble et soudés, quoi. En gros, c'est un peu ça. Euh, bah, c'est vrai que, parce que je dis ça, parce qu'on en avait discuté un petit peu en live une fois, et on n'était pas forcément tous d'accord avec cette idée de pouvoir de l'amitié, parce que c'est vrai qu'on peut aussi moi je pensais aussi au truc qui fait que le héros a un genre de regain de puissance en pensant à ses amis. Bon, c'est un peu le cas, hein, mais en général, c'est que t'as les personnages se retrouvent autour de lui et vont l'encourager, tout ça. Bon. On a un petit peu ce genre de truc dans Fairy Tail, dans je sais pas, Senseiya et trucs comme ça, Yu-Gi-Oh avec le fameux pouvoir de l'amitié. Ça c'est sûr que il se retrouve, voilà. En gros, Yugi doit piocher la bonne carte, et puis forcément à chaque fois il pioche la bonne carte. Et grâce à ce pouvoir-là, il est très très fort. Mais non, du coup, c'est dans Hunter, est-ce qu'il y a ça? Pas tant que ça. On a évidemment la grande amitié entre Gon et Killua, mais on peut pas dire que ça leur offre un quelconque pouvoir en plus, si ce n'est qu'ils essayent d'éviter de mourir. Mais par contre, c'est vrai que on a le côté du naine conjoint qui fait que le pouvoir, je mets des guillemets, de l'amitié est favorisé. C'est-à-dire que on voit bien avec par exemple Gensru ou le pouvoir de conjoint de groupe de Arkenberg, que si tu as la même idée en même temps, tu vas pouvoir générer un pouvoir encore plus puissant. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Togashi de l'avoir amené comme ça. C'est-à-dire que il y a un vrai truc. C'est une vraie technique, si je puis dire, de Nen, qui est le pouvoir d'être ensemble. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Je veux dire, par exemple pour Golem, j'ai pas l'impression qu'il ait un lien particulier avec ses potes. Donc Golem, c'est celui qui se trouve dans un mecha et qui peut générer des armes pour les autres. J'ai pas l'impression que ce soit spécialement ses potes, mais pourtant ça marche quand même, parce que voilà. Sauf que apparemment, d'après le manga, quand tu partages vraiment une idée, donc par exemple pour le naine de Arkenberg, ils ont tous la même idée en même temps, et du coup le pouvoir est ultra puissant. Ça, moi j'aime bien, j'adhère plutôt, et je pense que c'est la bonne manière de voir les choses pour avoir un vrai pouvoir de l'amitié, plus qu'un truc qui viendrait de nulle part et qui serait juste là parce que le personnage s'est fait des potes qui sont vraiment là pour lui, et on sait pas trop pourquoi il devient puissant. Voilà. La suite, on a les filles sont toujours les soigneuses. Ouais, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Heureusement, dans Hunter, c'est juste le cas d'ailleurs. Non, pardon. C'est carrément le cas avec Biscuit. Mais non, en vrai, Léolio, c'est le soigneur plus ou moins du groupe, même si finalement, tout ce qu'on a vu, on l'a pas vu beaucoup soigner, hein. Lui, pour le coup, il est soigneur, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'il fait des études et que ça lui prend du temps.
et que les études de médecine, tu les fais pas en un an à juste travailler ton pouvoir et à mettre tes mains au-dessus de quelqu'un pour miraculeusement recréer ses tissus. Enfin bon, ça c'est vrai que... Bon, il y a ça pas que dans les mangas, hein, c'est dans plein d'histoires. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Pour les vieux de la vieille qui ont vu Charmed, il me semble qu'il y avait c'était Léo, hein, je crois, qui avait ce pouvoir-là. C'était juste, bon, lui c'était un ange, donc voilà, il mettait sa main au-dessus des gens et puis hop, tout va bien. Donc on s'en fout que le mec ait, par exemple, le foie disparu en charpie, etc. Tant que le mec respire, un petit coup de ça et puis il va très bien. Là, c'est pas trop le cas dans Hunter. C'est vrai que, comme je dis, Biscuit, quand même, personnage féminin qui soigne. Alors, c'est pas vraiment de la médecine. On est plus sur, elle fait des massages avec de la transformation, ce qui fait que les massages permettent d'effacer la fatigue. On a aussi un autre personnage féminin, Senritsu, qui permet aussi de guérir un peu certaines choses avec sa flûte. Ou encore, alors j'imagine, mais Chidel, qui doit être aussi plutôt dans la médecine. On a Sanbika aussi. Donc c'est des personnages féminins qui sont associés à la médecine. Peut-être parce que la médecine, c'est, je sais pas, apparemment, les personnages féminins, peut-être dans l'imaginaire japonais, sont plutôt doux, etc. Et ce qui leur permet d'avoir des compétences meilleures. J'en sais rien. Là, j'avoue, je pense que c'est plus un cliché japonais. Mais moi, j'entendais le cliché dans le sens de personnages comme Sakura qui va faire son ninjutsu médical et hop, un petit coup de main au-dessus du corps et on est reparti comme en l'an 40. Non, là, par exemple, Shidel va être... elle est médecin, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait des études et en plus, elle étudie la médecine des maladies graves et impossible à déterminer. Donc ça, c'est plutôt un métier de hunter, c'est-à-dire un truc où il faut quand même travailler dur. C'est pas que juste de la magie. Hein. Là, on est sur des trucs, sur la science, quoi. Mais c'est vrai que les personnages scientifiques, pourquoi, sont souvent des femmes. Et maintenant que je pense, plus j'avance, plus dans ma réflexion, et plus j'y pense, Tsubeba, par exemple, personnage féminin qui est aussi très scientifique. Pas forcément médecin, ça j'en sais rien, mais en tout cas, côté science. Ouais, on en a plusieurs quand même qui sont côté science chez les femmes, plus que chez les hommes d'ailleurs. Mais bon, on a quand même le personnage de Léolio qui est homme médecin. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. Enfin, pour moi, il n'y a aucune différence. Normalement, on devrait pouvoir avoir les deux sans aucun problème. C'est vrai que les femmes sont souvent associées à cette magie-là. Mais pas que dans les mangas, dans tous les Final Fantasy, par exemple, c'est tout le temps la fille qui est la soigneuse, le mage blanc, etc. Je pense à ça, mais dans plein d'autres types de médias aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment un cliché, mais qui touche pas mal d'œuvres et pas mal. Est-ce que c'est typiquement japonais ? Dites-moi, parce que je suis pas un expert, mais maintenant que j'y pense, ça fait très japonais. Enfin bon, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les mechas. Ah oui, alors justement, on en parlait juste avant de Golem. Pour le moment, c'est le seul personnage dans un mecha. Donc un mecha, c'est un genre de robot géant. Là, pour le coup, Golem est pas très très grand non plus. C'est pas un truc à la Evangelion. On est sur un personnage qui a un robot de 5-6 mètres de haut, hein, on va dire, quand il est déplié. Peut-être moins d'ailleurs. Comme ça, j'ai du mal à me faire une idée. Mais oui, en gros, c'est les mechas, c'est ça, c'est des trucs robotisés dans lesquels il y a un personnage qui est le pilote.
Bah il y en a, du coup, il y en a un depuis pas longtemps, depuis le volume 32. Enfin, je dis pas longtemps, mais le volume 32 maintenant il date d'il y a plus de 10 ans. Et sinon, pas tant que ça. Ensuite, on a donc je passe direct à la suite. Hein, le prochain cliché, on est sur du sport et qu'on a une partie de sport à un moment donné. Alors évidemment, dans les mangas de sport, bah, y a du sport, c'est logique. Dans plein d'autres mangas, il faudra mettre du sport à un moment donné, comme si c'était un genre d'entraînement. Donc oui, bah évidemment, on a le ballon prisonnier qui est vraiment super comme passage, qui est souvent même dit comme étant le meilleur passage de Grid Island. Et ça me dérangerait pas qu'on ait plus de trucs dans le genre là, plus de jeux avec du nen, voir un peu comment Togashi imagine un truc. Mais évidemment, je pense au Quidditch dans Harry Potter, qui est un vrai jeu créé pour les sorciers. On pourrait avoir éventuellement un tournoi, bon, pas forcément un tournoi, mais en tout cas un jeu qui peut se jouer qu'avec des utilisateurs de Nen. Faudrait un peu réfléchir qu'est-ce que ça pourrait être, mais je pense que ça pourrait être le cas. On a Grid Island qui est en lui-même un jeu, mais je pense plus à un sport qui utiliserait peut-être les différents types de Nen. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire, surtout que le Nen est plutôt censé être quelque chose de caché, donc si en plus tu avais des tournois de Nen de sport, ça gâcherait un peu le côté caché du Nen. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir, je sais pas, un pouvoir, un mec qui oblige les autres à participer. Ça pourrait être marrant de voir ça. Mais je me rends compte que c'est pas vraiment un cliché, hein, je l'ai marqué là, mais c'est un peu con. Hein, il y a plein de trucs dans lesquels il y a du sport sans que ce soit un cliché. Et c'est pareil pour le prochain que je viens de lire, je vais passer aussi assez rapidement. J'avais marqué tranche de vie. Donc le côté tranche de vie, c'est de temps en temps, tu as les personnages qui sont à l'école ou qui ont une vie ailleurs et qui ont un petit passage tranquille, un petit passage qui permet aussi d'être reposant pour le mangaka. Tu vas avoir un petit cours, si c'est une classe, tu vas avoir dans One Piece, ça va être de temps en temps, ils vont être sur l'eau et puis tu vas juste avoir des petits délires entre eux, entre les membres de l'équipage. C'est reposant, c'est sympa, et on n'a pas trop ça non plus dans Hunter, puisque tout s'enchaîne assez bien. Mais ça me dérangerait pas qu'on ait, par exemple, si on retourne voir Gon et Killua, que l'un ou l'autre ou les deux, j'en sais rien, soit à l'école et puis apprennent des trucs, qu'on ait un petit passage très Yu Yu Hakusho par exemple, où ils sont dans une école et puis ils se font chier, ils sont emmerdés par des gens, mais bon, eux, on sait très bien qu'ils sont capables de tous les défoncer, donc ils se retiennent. Des trucs qui sont très clichés, mais bon, moi, pour le coup, ça me dérangerait pas. Une fois, ça serait marrant de voir ça, mais on n'en a pas actuellement. Puis surtout que Gon est censé travailler à la maison, il est pas censé être dans une école, donc je sais pas si ça se fera vraiment. Ça pourrait être marrant de voir Aoka aussi, donc Killua qui la protège. Mais il faut bien qu'ils aillent à l'école, ces gamins-là. Ils sont bon, même si Killua a l'air d'être très intelligent, le mec à 12-13 ans, il parcourt le monde avec sa sœur plus jeune encore. C'est un peu n'importe quoi. Ils ont pas d'école, tant mieux pour eux, ils ont de la chance. En tout cas, ça me fait penser aussi à un autre que j'avais pas noté mais dont je voulais parler. Un autre cliché, c'est le fameux épisode ou chapitre, ou plusieurs chapitres d'ailleurs, épisode de la plage. J'ai remarqué que ça, il y avait très souvent quand même. C'est pratique pour mettre ces personnages féminins
en maillot de bain. Bon, le personnage masculin aussi, hein, mais voilà. Bon, eux, c'est souvent voilà, montrer leurs abdos et tout. Bon, voilà. Et puis pour le corps féminin, c'est montrer les formes. Ou pas de forme d'ailleurs. Souvent d'ailleurs, il y a des clichés qui sont. Enfin, il y a des trucs un peu machistes dans le lot. Et le héros dont quelqu'un lui fait des avances, mais il voit rien du tout parce que c'est le héros et qu'il doit rester voilà, sans copine, etc. Bon, bref, ça dans Hunter, il n'y a pas. J'ai pas. Bon, alors évidemment, si on va dans les produits dérivés, tu vas avoir ça dans les cartes qui existent. Il y a des cartes qui ont été faites pour les jeux mobiles, genre Battle Collection, les trucs comme ça, où là les mecs s'en donnent à cœur joie. Donc t'as tous les personnages à la plage, tous les personnages en petite tenue, etc. De Hunter. Hein. Il suffit de taper Battle Collection et vous aurez de quoi faire si ça vous intéresse. Alors elles sont très jolies, hein, les cartes, il n'y a pas de souci, c'est basé sur l'animé, mais évidemment dans le manga il n'y a pas ça. C'est bon, on a très peu, on en a déjà parlé, mais on a assez peu de fanservice. Hein. Donc on passe rapidement à la suite. On a le Deus Ex Machina. Cette idée qui est que on a un truc qui se passe et qui résout les problèmes d'un coup comme ça. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a dans Hunter. C'est relativement expliqué, mais voilà, on a le serment de Gon qui peut être considéré comme ça, mais ça peut être aussi considéré comme un power-up, donc voilà, ça peut être plein de trucs. Là où on aura plus l'idée du Deus Ex Machina, c'est le personnage de Nanika qui va exaucer les vœux, ce qui est déjà assez fort. Bon, maintenant on a apparemment la confirmation que c'est du naine, ce qui n'était pas forcément le cas avant, on savait pas trop d'où ça venait, mais bon, on doit avoir quand même l'idée derrière que c'est à cause de de Ai, la calamité, donc ça ok, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, t'as Gon qui est sauvé sans aucune restriction, sans aucun risque de la part de Killua. Ça peut être perçu de la mauvaise façon, mais on a quand même des explications sur pourquoi ça arrive, et pour Killua et pas pour les autres, etc. On sait que pour la guérison, Nanika ne demande rien, alors que pour la destruction, pour la création, etc., là, elle va exiger à la prochaine personne, quelque chose en dédommagement. Hein. En gros, le système qu'on connaît des vœux de Nanika, et du coup, c'est vrai que ça peut paraître exagéré, mais j'ai toujours pensé que l'obligation, en fait, la compensation que doit avoir Killua, c'est de rester au chevet, enfin rester avec Haruka pendant un certain temps donné, jusqu'à ce qu'elle le lâche. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Elle dit à Gon qu'elle va garder Killua avec lui pendant un certain temps et ensuite elle va le lâcher. Donc je pense que si Killua à ce moment-là brise ce truc-là, donc c'est-à-dire qu'il la laisse pendant trop longtemps, par exemple, et ben à ce moment-là, il va subir éventuellement les conséquences. Donc ça reste des conséquences, mais un truc beaucoup moins amoindri. Et je pense que à ce moment-là, en fait, pendant tout ce temps où il va devoir rester avec elle, en gros, elle est plus capable de faire des vœux. Mais dès que ce temps-là sera écoulé, il va être capable de refaire des vœux, ou d'autres personnes vont faire des vœux, etc. Bon, ça c'est une théorie, mais c'est vrai qu'actuellement, le fait que Gon a survécu de cette manière-là, même si c'était très bien écrit, c'était très joli, très bien fait avec
le côté de Nanika et Haruka face à Killua qui est désemparé, etc. Son envie d'éviter Hirumi, etc. Tout ça c'était bien fait, mais il n'empêche que ça peut être mal perçu. Ça peut être perçu comme une facilité scénaristique. Même si toute la démarche a été longue, hein, en plus tout est fait avec les élections, tout s'imbrique plutôt bien, mais t'arrives au bout du compte où le personnage n'a pas de problème. Killua ni Gon n'ont une conséquence de ce vœu qui a été créé. Donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais en même temps, t'as le personnage d'Hirumi qui veut manipuler Killua puisque Killua n'a pas de conséquences avec les vœux, en tout cas ce genre de vœux. Donc il veut le manipuler pour manipuler Haruka. Donc ça donne quand même cet objectif à Hirumi. Donc voilà. C'est vrai que ça, pour le coup, on peut pas dire que ça a été le mieux pour l'image du manga, puisque jusque-là, on avait un manga qui était très carré à ce niveau-là. On n'avait pas trop de ce genre de choses. Et depuis ça, eh ben, ça peut être un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, il faut que Togashi fasse bien attention à comment il utilise Haruka par la suite, puisque il va sûrement revenir. Peut-être essayer d'atténuer ce genre ce truc-là, donc par une explication, peu importe ce que c'est. On a évidemment aussi le personnage de Kurapika qui a ses chaînes et qui devient presque surpuissant quand il a les yeux écarlates. Ça, par exemple, ça a été un petit peu amoindri, même assez amoindri, par le fait que derrière, il a des conséquences. Maintenant, on sait que, voilà, je sais plus, c'est une seconde d'utilisation, ça fait diminuer son espérance de vie d'1 heure. Donc bon, même si l'espérance de vie, ça reste quelque chose d'assez flou, on voit bien qu'il y a une conséquence sur son... Enfin, on voit le poids de la conséquence une fois que l'utilisation est terminée. Il sent que voilà, sa vie a été diminuée. Mais ça, c'est arrivé bien après. Donc ça a été un peu retcon, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, on le savait pas jusque-là, et puis c'est arrivé d'un coup. On a eu les explications de pourquoi il devient fort comme ça. C'est aussi que ça a une conséquence derrière. Donc ce serait pas étonnant que les conséquences de la guérison de Gon arrivent plus tard. Ou alors que justement ce soit ce que j'ai dit juste avant. On a aussi flashback, passé tragique. Alors, ça, évidemment, plus qu'un cliché, c'est quelque chose d'assez répandu. Hein. Je sais pas pourquoi je pense à Lost, mais on avait ça tout le temps dans Lost, par exemple. Mais dans plein de trucs, maintenant, l'idée, c'est il faut qu'on ait vraiment le passé des personnages, il faut qu'on comprenne comment ils en sont arrivés là. Et des fois, ça vient à être exagéré, où tu as un volume juste sur... la vie des personnages. On a chez Togashi cette idée que de temps en temps on a un petit peu de flashback, mais ça reste très court. On a même le passage de Kurapika, l'enfance de Kurapika, c'est dans un truc à part, donc mais c'est 2 chapitres. Récemment on a eu l'enfance de la brigade, c'était 3 chapitres. Même pas 2,5, 3, je sais plus. Gon, bon, c'était au début du manga. Léolio, on n'a pas eu. Killua, on a eu un petit peu parsemé par-ci par-là. On a eu surtout pendant l'arc des élections, mais un peu avant ici. Donc, puis Hisoka, mis à part le truc qui a été créé, donc le petit manga à part, mais qui n'a pas été créé par Togashi, on n'a pas eu son enfance. Donc voilà, c'est pas un petit peu rapidement comme ça c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir des flashbacks courts,
parce que moi je préfère qu'on se concentre sur ce qui se passe dans le présent. C'est bien de temps en temps d'avoir le passé des personnages parce que ça nous permet de mieux les comprendre ou de les comprendre différemment. Des fois ça nous plaît pas, hein. Comme on en a beaucoup discuté à propos du flashback de la brigade, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils trouvaient que ça changeait les personnages. J'ai mis des réserves, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs qui m'ont moins plu, mais dans l'ensemble j'ai plutôt aimé. Et puis j'ai pas l'impression que Togashi ait envie de s'embêter trop avec les flashbacks des personnages. On va en effet avoir des passés tragiques, mais bon, en même temps, c'est le but d'un flashback, quoi. Si c'est pour raconter que ta vie a été géniale, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Et puis même pour Léolio, on n'a même pas eu son flashback. Peut-être qu'on l'aura un jour, mais bon, il y avait eu un petit peu dans le Hunter x Hunter 99, donc l'animé de 99, ils avaient essayé de bricoler un truc. Et même dans 2011, ils ont essayé de mettre une petite image de son pote qui tombe, etc. Mais ça aussi, c'était un truc qui n'existe pas dans le manga. Donc dans le manga, on ne connaît rien sur lui. On sait juste qu'il a eu un pote qui a été malade, et puis c'est tout. Donc moi, j'aime bien, c'est vrai, avoir des condensés de flashbacks. Mais bon, je conçois que ce soit pas forcément le cas de tout le monde. Disons que le problème d'avoir un volume de flashback, c'est que on a envie que ça avance et que ça avance pas, en tout cas que l'histoire dans le présent avance. Quand c'est par exemple un flashback à un moment qui n'est pas forcément très important, ça pose pas de problème. Le problème, c'est qu'en général, c'est pas le cas. C'est que en plein milieu d'un combat, tu vas avoir un flashback. Donc ça, c'est le pire, quoi. C'est-à-dire que tu attends la suite avec impatience, mais non, tu dois te taper tout le flashback. Et le truc que j'avais pas trop aimé dans Naruto, c'était justement ça. C'était que on a eu le flashback d'un personnage, mais on va l'avoir encore et encore et encore et encore. On va réavoir la même chose. Alors qu'on sait, quoi. Et des fois, dans Naruto, c'était genre 2-3 pages du flashback qu'on avait déjà vu. Et puis des fois, c'était souvent, quoi. Enfin, je veux dire, ça arrivait assez régulièrement. Mais au bout d'un moment, on a compris, quoi. Alors, je me doute que c'était parce que l'auteur avait du mal à caser ses 19 pages ou 20 pages, je sais pas, dans la semaine, qu'il te remettait une partie. Je comprends, je conçois que ce soit ce genre de problème, hein, mais c'est vrai que du coup c'est frustrant parce que tu dis mais c'est bon, je sais que le personnage est on essaye de me faire comprendre quelque chose là, on essaye de me faire que j'ai de l'empathie pour le personnage, mais je l'ai eu déjà, l'empathie c'était au moment de son vrai flashback. Donc maintenant on peut passer à autre chose, à la limite on peut avoir des discussions dans lesquelles on nous rappelle ce genre de le flashback qu'on a déjà eu, mais c'est vrai que ne l'avoir que comme ça, encore et encore, le même flashback, mais vraiment quoi, dessiné, où et alors bon, dans l'animé, ils vont juste te repasser les images d'avant, donc ça leur permet d'économiser encore une fois, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, parce que tu le connais, quoi, et t'as juste envie de passer à la suite. Alors, grâce aux technique moderne, on peut faire avance rapide ou alors passer des pages, ce que je faisais, mais des fois quand tu commences à passer beaucoup de pages que tu as déjà vu dans un manga, tu te dis bon j'ai payé quand même mon truc 7€ et je viens de passer 40 pages dans tout le manga qui sont juste des Reddit de ce qu'on a dit, des Reddit de ce qu'on avait avant. Ouais, c'est galère, quoi. Mais du coup dans Hunter, voilà, moi je pense que il y en a, mais c'est plutôt bien fait et on aurait pu très bien avoir des volumes entiers et on n'a pas eu, donc pour moi ça me satisfait beaucoup et j'aimerais que plus de mangas s'inspirent de Togashi, c'est-à-dire être concis et mettre des passés quand on en a besoin. Alors évidemment j'ai cette idée de la brigade fantôme qui n'est pas forcément au bon moment, ça pour le coup on en avait déjà débattu, c'est vrai que
c'est un peu bizarre qu'on nous mette le passé de la brigade à ce moment-là, quand il y a une logique, mais bon, quand c'est Nobunaga qui regarde toutes les poubelles, etc., qui se rappelle de son enfance, mais en fait, c'est même pas son enfance à lui, c'est l'enfance de Kuroro, donc c'est un peu chelou. Je pense que ça aurait été mieux de l'avoir un peu avant, au moment où justement Kuroro est en train, par exemple, on le voit là, tout au 5e étage, avant d'avoir la brigade fantôme qui se réunit. Il est en train de bouillir là. Il a pété un câble de ce café Hisoka, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait dû l'avoir, plutôt que là en plein milieu d'une investigation. Ça coupe quand même, ça pour le coup ça coupe ce qui s'est passé. Ils étaient en train d'essayer de comprendre le nen du mec qui a fait un piège, et on se retrouve avec 2 chapitres et demi du passé. Alors heureusement ça ne dure pas très longtemps, mais c'est vrai que ça coupe un peu. Ensuite on a les time skips, donc c'est-à-dire les avances dans le temps. Pour le coup on n'en a pas eu dans Hunter, de quelques mois, mais j'estime que c'est pas forcément des vrais time skips. Je pense à time skip, c'est vraiment on fait un bond de 2 ans dans le temps, de 100 ans même dans certains mangas, et en général on prend ce temps là pour s'améliorer, et heureusement les méchants ne font pas grand chose pendant le temps où on s'entraîne. et c'est qu'au moment où on réapparaît que voilà, les méchants reviennent à l'attaque. Ils sont gentils quand même, les méchants, bizarre, mais c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement dans les mangas. Ce que j'aimerais qu'on ait dans Hunter, c'est que on ait un time skip. Bon, on en a eu on a eu quand même 1 an, mais c'était voilà, entre le moment où ils se réunissent, c'est même pas 1 an, c'est quelques mois en fait. Donc Kurapika et Leolio arrivent avec les Zodiacs, et là on a un peu une avance dans le temps pour jusqu'au moment où le bateau va partir en gros. Mais entre temps on a quand même le combat de Hisoka contre Kuroro, donc ce qui permet de faire avancer un petit peu. T'as pas l'impression qu'il s'est passé 1 an, mais il s'est vraiment passé 1 an, quasiment. Il y a eu l'examen de Hunter, tout ça. Mais à part ça, on n'en a pas eu, et je pense que ce que je disais, j'aimerais bien avoir une transition fluide, c'est-à-dire que là on est en train de s'occuper de Kurapika par exemple, enfin on est sur Kurapika en personnage principal, ensuite on va avoir certainement, je pense, Jin en personnage principal, peut-être je dis des conneries, ce sera pas le cas, mais je le voyais comme ça. Ce qui permet de varier un petit peu les plaisirs et d'avoir un personnage qu'on ne connaît pas et qui découvre le monde, mais avec un œil d'adulte et Hunter accompli. Ça pourrait être vraiment cool. Et comme il va se passer certainement beaucoup de temps, puisque le monde est énorme, à moins qu'il y ait des moyens de faire un jump d'un endroit à un autre, grâce à du nen par exemple, ou d'autres manières, ce serait intéressant d'avoir le time skip de manière fluide, c'est-à-dire que les personnages de Gon et Killua vont devenir ados voire adultes pendant le temps que Jin et Kurapika ou peu importe sont sur le Dark Continent. Donc ce qui permet d'avoir un truc qui sera là, donc un time skip pour les héros, parce qu'en général c'est ça permet d'avoir les héros qui grandissent, et puis ça permet, ou alors de les faire s'entraîner, ou peu importe, mais en général on voit souvent le cas, c'est que les personnages vieillissent grâce à ça. Bah là on aurait les personnages qui auront vieilli, mais nous on s'en sera, c'est pas qu'on s'en serait pas rendu compte, c'est que dans le manga ça passe, tu vois, il y a pas de vraie coupure. On est sur un autre sujet, on est sur d'autres personnages, et hop on revient sur Gon et Killua sans avoir eu un vrai stop.
Moi, c'est ce que j'aimerais, mais voilà, c'est pas obligatoire. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on n'aura plus jamais Gon et Killua, mais voilà, ça, j'en doute. Je pense qu'on les verra plutôt vers la fin, mais voilà. Et puis, j'arrive au dernier, donc c'est le cliffhanger. Donc, par rapport au timeskip, au flashback, c'est aussi une technique d'écriture, hein, parce que ça, c'est plus des trucs qui sont assez génériques. Le cliffhanger, c'est le fait d'avoir un truc à la fin d'un chapitre ou d'un épisode qui te donne envie de lire la suite. Alors ça, c'est un ressort scénaristique qui existe et qui est là depuis bien plus longtemps que les mangas, bien évidemment. Donner envie de lire la suite, ça fait vendre, hein. Ça donne envie, et c'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Je trouve que dans Hunter, c'est plus... Enfin, ça va, on en a, mais c'est pas non plus tout le temps le cas. Des fois, on va avoir des chapitres qui se terminent, et puis on va pas forcément avoir de cliffhanger, et c'est bien aussi de temps en temps de pas en avoir, ce qui permet de pas être tout le temps ultra frustré et d'avoir juste envie de lire la suite. Enfin, pas vraiment ça, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas envie de... Enfin, t'es tranquille pendant quelques jours, voilà, t'as un truc qui est satisfaisant, et hop, t'enchaînes sur une nouvelle phase, ou une nouvelle petite histoire à côté. C'est vrai que c'est difficile j'ai du mal à en parler de ça, parce que en vrai, forcément, il y en a, puisque ça reste un manga, il faut aussi que ça se vende, donc il y en a un petit peu tout le temps, mais j'y pense, c'est vrai que par exemple dans l'animé de 2011, ils n'ont pas forcément mis les cliffhangers au même moment que les fins de chapitres de manga, ce qui est un peu surprenant, mais c'est pourtant le cas, c'est-à-dire que ça veut dire que le manga est suffisamment bien écrit pour que de temps en temps on puisse à des moments précis, en plein milieu d'un chapitre, mettre un arrêt, et ça donne aussi un genre de cliffhanger. Ça, pour le coup, c'est plutôt bien vu de la part de l'animé, qui parfois adaptait plusieurs chapitres en une fois. Là où on va avoir des animés qui vont faire beaucoup moins, c'est sûr, et qui vont... Dans One Piece, c'est un petit peu la marque de fabrique, c'est-à-dire que maintenant... on pourrait presque voir que les 3 dernières pages de chaque chapitre et comprendre encore ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des cliffhangers tout le temps à la fin, et même si c'est logique qu'il le fasse, Oda, c'est un peu... Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant de toujours avoir à attendre la semaine d'après, et que, en fait, on ne soit pas souvent récompensé directement après. C'est-à-dire que ça me dérange pas qu'il y ait des cliffhangers, mais j'aime bien qu'on ait quand même la résolution au chapitre d'après. C'est que, voilà, il y a eu un cliffhanger, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et, parfois, c'est bien d'avoir la suite directe. Mais souvent, chez plein d'auteurs, mais je parle d'Oda parce que en ce moment c'est surtout lui que je lis, même si j'adore One Piece, c'est, au bout d'un moment c'est relou, quoi, parce que tu lis un truc et puis tu passes à autre chose dans le chapitre d'après. Je dis mais non, tu viens de me mettre un cliffhanger de taré, c'était vachement bien, j'ai envie de savoir la suite, et non, il va falloir que j'attende 4, 5, 6 chapitres pour avoir la suite. Ça, j'ai un peu du mal. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et de jump d'histoire en histoire comme ça. Alors que des fois, t'as juste envie de te dire, bon, bah là, vas-y, tu peux nous mettre des cliffhangers, mais tiens-toi sur une ligne, tu vois. Voilà, fais-nous l'histoire côté Luffy, par exemple. Ensuite, tu nous feras l'histoire côté Zoro. Et ensuite, l'histoire côté Nami, par exemple, hein, je dis ça au hasard, mais c'est bien aussi de temps en temps de ne pas être tout le temps constamment frustré par un cliffhanger ou par une situation qui est
je sais pas, d'un côté, enfin, on va dire l'équipage qui est complètement explosé comme ça, c'est souvent le cas. Ils sont sur une île et puis ils sont tous éparpillés. Et de temps en temps, c'est bien de se concentrer sur un truc plutôt que d'avoir à chaque chapitre, on change. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, l'arrêt. Tu te dis, bon, bah là, la semaine prochaine, on va avoir la résolution. Eh ben non, on l'a pas. Il faut attendre 3, 4, 5 chapitres. Moi, il y a rien de pire. Parce que moi, je trouve ça pire que de devoir attendre à cause des pauses, en fait. Parce que les pauses, au moins, tu sais que voilà, c'est une pause, c'est parce que l'auteur a des problèmes, etc. Que ce soit Oda ou un autre, hein, d'ailleurs, ou Togashi ou un autre. Les mecs sont fatigués, sont malades, machin. Bon, tu nous as mis un cliffhanger. Bon, bah voilà, c'est pas de ta faute, t'es fatigué. Ça, je trouve ça moins frustrant que de faire comme Oda et de ne pas juste raconter la suite de temps en temps. Mais je dis pas à chaque fois. C'est ça le truc, c'est que je demande pas que à chaque fois on ait tout de suite la résolution, mais que de temps en temps ce soit le cas. Et malheureusement, chez Oda, c'est un truc qui commence à être un peu récurrent. Mais voilà, bon, on va pas non plus s'étendre là-dessus énormément. Le cliffhanger, c'est un cliché, mais ça reste quelque chose de logique dans une industrie où tu as vraiment besoin de donner de la hype, hein, de l'engouement aux gens. C'est logique. Mais par exemple, dans les Marvel, tu as eu aussi Infinity War qui a été un très gros cliffhanger et qui donne envie de connaître la suite. Mais le truc, c'est qu'on sait que bon, c'est pas aussi rapide qu'un manga, mais on sait que va y avoir plusieurs dans l'année, il va y avoir plusieurs Marvel, donc de toute façon, on va avoir les réponses bientôt. Donc c'est pas aussi frustrant que pourrait être autre chose. Mais c'est marrant parce que je trouve ça plus frustrant des fois d'avoir un manga qui va pas te raconter la suite tout de suite que d'attendre 6 mois pour avoir la résolution dans un film. Je sais pas, bon, ça... bon, bref, on va pas parler ça 150 ans. En conclusion de ce grand truc là qui va durer je sais pas combien d'heures, cliché partie, je l'ai fait en plusieurs parties. J'en suis à la 4e partie. Donc là, eh bien, je trouve quand même que même si le manga Hunter x Hunter a plein de clichés, je trouve qu'il arrive quand même à se débrouiller pour les rendre moins clichés que dans les autres. C'est-à-dire moins classique. Je trouve quand même que même s'il y en a, ça passe relativement bien et je pense que les gens ont raison quand ils disent que Hunter x Hunter n'est pas un Neketsu aussi classique que les autres. Mais il faut dire aussi que il y a eu 20 ans qui s'est passé entre le début et la fin. C'est pas la fin, mais voilà. Que Togashi a évolué dans son état d'esprit, a évolué dans sa manière de raconter une histoire, et du coup ce qui permet aussi, on le voit bien dans le manga, ce qui a permis de renouveler pas mal l'expérience. Donc à chaque arc on a un truc complètement nouveau, ce qui peut être frustrant parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais cet arc là moi je l'ai pas aimé, etc. Je préférais celui-là, pourquoi on n'a pas plus de celui-là plutôt que celui-là, bon voilà. Mais les clichés sont aussi là pour donner des directives, des idées, et après on en fait ce qu'on en veut. C'est vrai que je pense que même si j'attaque pas mal d'autres mangas, c'est pas grave qu'ils aient des clichés, c'est-à-dire que Togashi réussisse à s'en défaire un petit peu, même si c'est pas tout le temps le cas, c'est bien. Mais c'est bien aussi d'avoir des trucs plus classiques qui sont plus simples à appréhender. On sait où on va en fait. C'est pas un défaut de rester dans une optique qui ressemble à, enfin dans des thèmes qui ressemblent à d'autres.
Après, je pense qu'il faut améliorer certaines choses, mais ça, le truc, c'est que on est dans un manga, donc dans des trucs qui sont japonais, dans des œuvres japonaises, donc forcément, il y a des clichés japonais qui sont véhiculés, euh, qui ont fait finalement leur preuve, hein, puisque ça a vendu. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de sexisme qui peut être amélioré. Je dis pas qu'il faut forcément tout supprimer, hein, loin de là. Il y a des trucs qui sont bien aussi. Et puis moi, ça me dérange pas de temps en temps d'avoir des personnages qui sont avec du fanservice et tout. Bon, ça fait partie de l'expérience. Une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Quand c'est trop exagéré, comme par exemple dans Fairy Tail, tout ça, là, on est. Voilà, il faut peut-être un peu rectifier le tir. Il n'y a pas forcément besoin de ça. Et puis voilà, les shonen neketsu, même si on commence à voir, je sais pas s'il y a une fatigue de ce type de manga, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres mangas qui ont la cote d'autres types, hein, que ce soit les seinen ou tout ça. Peut-être aussi parce que je vieillis, hein, j'ai envie de voir autre chose. Mais bon, comme on dit qu'il y a super-héros fatigue, finalement, pas tant que ça. Les gens continuent d'aller voir les films au cinéma, et moi aussi. J'adore ce genre ce genre de film, de blockbuster et tout ça. Ça reste une expérience qu'on connaît, donc on sera pas surpris par l'expérience, mais c'est pas grave. Ça nous fait plaisir parce que c'est cool, et puis il y a des bonnes idées, et quand même, on essaye. Les auteurs quand même essayent de se renouveler, même si ils n'y arrivent pas toujours. Et plusieurs auteurs se seront inspirés de Togashi pour les futurs mangas, et ça c'est bien parce que, encore une fois, il a permis d'ouvrir les esprits des autres mangaka à des nouvelles idées, de nouvelles façons d'appréhender le manga, et d'appréhender surtout le shonen neketsu, même si il passe de plus en plus sur un public adulte, mais ça, c'est pas un problème, quoi. Et ça pourrait être aussi un truc que les éditeurs devraient laisser, c'est-à-dire laisser les auteurs faire évoluer leur manga de la manière dont ils le veulent, parce que Togashi a aussi cette possibilité de le... Enfin, il a pas les mains liées, quoi. Il est relativement tranquille, il peut imaginer son histoire comme il le veut. Parce que je suis persuadé que s'il l'avait fait avec un éditeur, ça serait pas du tout passé comme ça, et que il aurait peut-être eu beaucoup moins de liberté, et il aurait moins pu laisser s'exprimer. Voilà.